Voilà, bonjour. Donc moi je travaille dans un bureau d'études, mais on fournit des services pour Bruxelles Environnement, notamment pour le service bâtiment durable. Alors, ces contrats types, c'est quoi? Ça a été développé par une ASBL, la paire notamment, qui s'est dit, bah, pour faciliter la mise en place du photovoltaïque sur les toitures et pour se dépatauger toutes les situations de à qui appartient la toiture, est-ce que la copropriété peut mettre des panneaux sur la toiture, etc., etc. Ils ont créé toute une série de documents. Donc ça, c'est les 4 documents qu'on a sur place. Ils sont tous disponibles sur le site de Bruxelles Environnement, avec un outil de sélection pour arriver au bon document des contrats. Alors, comme je disais, on fait aussi ce que nous on appelle des quick scans, c'est des guidances où on regarde généralement l'entièreté du bâtiment. Comment ça se passe en pratique? Quelqu'un d'une copropriété nous appelle pour un problème d'humidité ou d'isolation sur une façade arrière, ben, on va les proposer d'aller regarder le bâtiment dans son entièreté. Pourquoi? Parce que il ne faut pas se limiter qu'à ça. Et on peut, je pense que Christophe l'a bien dit, il y a tous les différents aspects de la consommation de leur bâtiment. Mais il y a un service qu'on ne propose malheureusement pas encore assez, mais c'est des scans spécifiques pour les installations photovoltaïques. On fait ça aussi d'ailleurs pour les installations solaires thermiques, mais ça, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, dans les scans pour les installations photovoltaïques, on peut faire une visite sur place. Généralement, on commence par une analyse des schémas électriques de l'installation. On fait une visite visuelle, enfin une analyse visuelle, une visite sur place, on regarde les onduleurs, on regarde les données de production de l'installation. Après, on fait une simulation entre la production réelle et la production théorique selon l'implantation des panneaux, le type de panneaux, etc. Donc, on a un outil avec la bibliothèque de quasiment tous les panneaux qui sont disponibles sur le marché. Et puis après ça, on fait des rapports avec des suggestions d'amélioration. Alors, heureusement, la qualité des installations photovoltaïques sur Bruxelles s'est énormément améliorée. Parce que au début, je parle de 2006, 2007, 2008, on avait les certificats verts, on avait la déduction fiscale et on avait encore des primes de la région. Donc en gros, l'installation, à la limite, elle était déjà remboursée avant qu'elle soit installée. Donc on avait pas mal de cow-boys sur Bruxelles qui faisaient un peu n'importe quoi. Mais on voit que ça a fortement amélioré sur les dernières années. Néanmoins, une visite peut aider à déceler des problèmes et à les proposer des améliorations. Souvent, ces améliorations, c'est les petites modifications à l'installation pour optimiser la production. Alors, pour le principe du tiers investisseur, je pense qu'on en a parlé longuement. Je pense que c'est assez clair. Mais je voulais vous montrer quand même. Un instant, j'espère que je vais pouvoir retourner en arrière par après. Donc, très schématiquement, hein, donc, on a, voilà, on a l'installation. Je vais voir si ça marche en arrière. Non, ça ne marche pas en arrière. 2 secondes. Voilà. Donc, on a le champ de modules photovoltaïques. Tout passe sur l'onduleur. Et de l'onduleur, on va vers les compteurs. Et donc, il y avait une question là tout à l'heure, est-ce qu'on a le choix entre la réinjection sur le réseau par ici, donc vers la droite, ou l'autoconsommation dans le bâtiment? On n'a pas le choix. Pourquoi? C'est simplement si, côté gauche, donc côté installation, on consomme on consomme moins que ce que les panneaux produisent, le surplus, l'excédent, est renvoyé vers le réseau. Et donc, sauf à mettre une batterie, on n'a pas le choix de vers où va l'électricité. L'électricité, c'est comme de l'eau, elle va couler vers où il y a des trous, où il y a des besoins. Alors, le tiers investisseur, voilà. Le tiers investisseur, il va avoir la case bleue,
tout le champ bleu, parfois jusqu'au compteur, je vais y revenir. Et le propriétaire, ben, lui, à partir du compteur, tout ce qui rentre chez lui, c'est pour son bénéfice. Alors, pourquoi est-ce que j'ai rajouté le compteur chez le tiers investisseur? C'est qu'on peut avoir, dans certains cas, un compteur de consommation, donc le compteur classique, et un compteur séparé de réinjection. Et dans certains cas, on voit sur Bruxelles, il y a des tiers investisseurs qui proposent, qui prennent le compteur de réinjection chez eux. Alors, pourquoi est-ce qu'ils reprennent ça chez eux? Ben, tout ce qui est réinjecté, même si c'est relativement faible en termes de coût, donc on parle d'un quart, un cinquième, un sixième du prix de l'électricité, s'il y a peu d'autoconsommation, ben, c'est toute l'électricité qui peut repartir vers le tiers investisseur. Alors là, je vais revenir quelques slides en arrière. Voilà. Alors, je vois, Laurent, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ne voient pas les slides. Voilà. Alors, pour reprendre les chiffres que Christophe a présentés là tout à l'heure, voici la proposition en effet qui a été lancée. Maintenant, normalement, le cabinet suit ce qui est proposé par Bruegel. Donc là, je ne m'inquiète pas trop. On devrait se retrouver avec ce tableau qui est en dessous à partir du 1er janvier. Alors, pour le prix du certificat vert, Christophe a présenté un prix de 95 € du certificat vert. C'est vrai qu'actuellement, on le vend à 95 €, parfois 96, 97 €. Nous, pour nos calculs en interne, on prend 90 €. Comme ça, il y a de la marge et on sait sur une période dans le futur que ça pourrait être couvert et qu'on atteindra réellement 90 € du certificat vert. En réalité, ce sera probablement plus. Alors, quelque chose qui est très important à dire, je pense, et je ne sais pas comment le faire, mais il faudrait quand même féliciter la région, c'est que au niveau belge, ben, on est la région avec le régime de soutien le plus stable et le plus transparent. Et on n'a pas eu des surprises en Flandre avec des effets rétroactifs. Ils ont eu la même chose en France. Enfin, sur Bruxelles, non, c'est vraiment très stable et la communication est vraiment très très bien faite. Ce qui fait que d'un point de vue investissement, le risque est très faible. Et la preuve que le risque est très faible, bah, c'est que aussi les terrains investisseurs, bah, il n'y en a pas encore qui ont coulé à ma connaissance. Alors, pour les coûts, il y avait la question, je l'ai remis dans le slide, il y avait la question de quels sont les coûts d'électricité. Haute tension, disons, elle va être entre 90 et 110, 113 € par mégawattheure. En basse tension, on va être entre les 19 et 190 et 240 € par mégawattheure. Donc, un particulier sur Bruxelles, il va payer 240 € du mégawattheure. Alors, la réinjection, on se trouve aux alentours des 20-30 € par mégawattheure. Ça peut fluctuer. Actuellement, on est en effet un peu plus élevé. Alors, il y a la question de quand est-ce que c'est le meilleur moment de revendre les certificats verts. Très, très difficile de faire des pronostics. Déjà, c'est relativement stable. On peut de toute façon les revendre tous les 3 mois. Donc, les fluctuations sur l'année, il n'y en a pas des masses. Il y a eu quelques surprises dans les années précédentes où ceux qui doivent présenter le certificat vert étaient en retard et donc ça a poussé le prix du certificat vert vers le haut. Mais globalement, c'est relativement stable. Alors, quelque chose qui est peut-être intéressant à savoir aussi, c'est le coût d'une installation PV. Bon, vous voyez qu'il y a un facteur 2 entre le moins cher et le plus cher. Tout dépend de la taille de l'installation et de la complexité de l'installation. C'est purement ça. Un point que j'ai oublié à mettre ici, c'est quelle est la production d'une installation photovoltaïque. On va se retrouver
Pour une installation qui est bien placée, sans ombrage, etc., si on compte avec 900-920 kWh par kW installé, on est bon. On est safe pour faire un bon calcul de rentabilité. Dès qu'on commence à avoir des ombrages ou des orientations un peu différentes, ce chiffre-là va chuter. Mais évidemment, comme on est en train de parler de tout ce qui est tiers investisseur, le tiers investisseur va essayer d'avoir un maximum d'installations qui ne présentent pas d'ombrage et avec une orientation optimale. Alors, pour les tiers investisseurs sur le marché actuel, il y a disons trois tranches d'acteurs sur le marché. Et il y en a qui font pour le résidentiel. Il y a 2 acteurs sur le terrain actuellement. Et eux, ils proposent une offre très très standardisée. Et dès qu'on sort du cadre de leur offre, ils laissent tomber. Et généralement, eux, ils vous disent, bah, tiens, on va installer entre 14 et 16 panneaux et that's it. Pourquoi entre 14 et 16 panneaux? Ben, généralement, c'est déjà ce qu'on arrive à placer sur une installation. On ne dépasse pas les 5 kW de crête, donc d'un point de vue Brugel, ça ne pose aucun problème. Mais par contre, dès que l'installation est un peu compliquée, ils arrêtent et ils ne sont pas trop intéressés. Ce qui est normal parce qu'il y a, comme Christophe l'a dit, il y a tous les frais fixes qui sont liés à l'installation. Et sur une installation de 5 kW de crête, on ne peut pas se permettre d'avoir beaucoup de surprises. Alors, comment est-ce qu'ils s'en sortent? Ben, c'est qu'ils ont une offre très standardisée et ils ont du volume. Donc, ils essayent de créer beaucoup de petites installations. À l'autre échelle du spectre, enfin l'autre côté du spectre, on a les installations, le tiers investisseur pur qui va dire pour les grosses installations, écoutez, moi, je ne m'engage pas pour les installations de moins de 100 ou 150 kW de crête, pour moi, ça ne vaut pas la peine. Je n'en remets même pas offre parce que voilà, les frais fixes sont trop importants. Et puis, on a des installations qui se retrouvent entre les deux, comme Soltis, justement. Il y en a d'autres sur le marché qui proposent, voilà, au-dessus de 20 kW de crête, ça commence à devenir rentable, ça commence à fonctionner. Ce qu'on voit aussi, c'est des sociétés qui font des tiers investisseurs sur une série d'installations, enfin une série de mesures à mettre en place, et ils prennent le photovoltaïque avec. Et donc, dans le package complet, ils se permettent de mettre du photovoltaïque en plus, et là, ils ne sont pas limités comme les gros investisseurs de devoir faire que des toutes grosses installations. Voilà. Alors, quels sont les risques en tant que tels liés au tiers investissement? Honnêtement, je ne suis pas là pour faire la pub pour les tiers investisseurs, bien que je trouve que pour le photovoltaïque, ça a tout son sens. Mais il faut dire, voilà, il y a très peu de risques. Tous les acteurs que je connais, enfin, que via le facilitateur je rencontre sur le secteur, sont des acteurs sérieux qui ne veulent pas prendre de risques, etc. Il faut quand même bien regarder quels sont les risques, les clauses, pardon, en cas de dégâts à la toiture. Généralement aussi, c'est bien couvert. Il faut prendre en compte, ce n'est pas un risque en tant que tel, c'est pour n'importe quelle installation photovoltaïque, c'est que la prime d'assurance du bâtiment peut, dans certains cas, augmenter. Pourquoi? Parce que, en théorie, il y a le risque de feu qui vient se mettre. Il y a le risque de dégâts dû à la stabilité, peu importe, et des choses comme ça. Après, on a vu dans certains cas des clauses un peu bizarres d'entretien. Ce n'était pas sur des toutes grosses installations, mais c'était des clauses où le propriétaire du bâtiment devait payer
l'entretien de l'installation. Et c'est une bonne prime par-dessus. Et donc, ça voulait dire qu'il devait faire l'entretien par une société choisie par le tiers investisseur, et ça engendrait généralement le nettoyage annuel des panneaux, etc., etc. Qu'est-ce qu'il n'y a pas comme risque lié au tiers investisseur? Et ça vaut pour tout ce qui est tiers investissement, que ce soit du photovoltaïque ou de la cogénération ou quoi que ce soit, et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment important de le dire, c'est que la production de l'installation est primordiale pour le tiers investisseur. Sans bonne production, ça ne marchera pas. Et donc, le tiers investisseur, qu'est-ce que lui il va faire? Ben, lui, il a mis toutes ses billes dans le sac et il veut que ça produise un maximum. Et donc, lui, il va être certain de monitorer l'installation et que dès qu'il y a quelque chose qui va mal sur l'installation, qu'il y a une baisse de la production pour quelconque raison, ben, c'est le tiers investisseur qui va être derrière pour s'assurer que l'installation refonctionne de manière optimale. Que ce soit un panneau qui est cassé, que ce soit, voilà, que ce soit n'importe quoi. C'est le tiers investisseur qui va, pendant les premières 10 années, s'assurer que l'installation fonctionne convenablement. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'on a fait une étude en 2012, je pense, pour Bruxelles Environnement, où on a analysé toute une série d'installations, je pense une vingtaine de bâtiments, avec des systèmes d'énergie renouvelable, que ce soit pompe à chaleur, photovoltaïque, solaire thermique, cogénération. On a analysé les installations qui étaient mises en place. Et qu'est-ce qu'on se rendait compte? C'est que, bah, grosso modo, la moitié des installations ne tournaient pas convenablement. Alors on peut se dire, OK, pour une cogénération, c'est très complexe, c'est normal que ça ne tourne pas convenablement, et c'est normal qu'il faut un suivi derrière. Ben, pour le photovoltaïque, c'est exactement la même chose. On voit des installations qui, quand elles ne sont pas suivies, et ça peut être des bêtises, hein, quand elles ne sont pas suivies, ben, la production se dégrade. Alors quand on a fait en fonds propres pour l'investissement et qu'on n'a pas la possibilité de suivre ou d'avoir les ressources de suivre la production de l'installation, ben, ça vaut la peine de réfléchir à la piste tiers investisseur. Alors, si tous les tiers investisseurs fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire ils payent l'installation et ils se rétribuent sur les certificats verts, quelle est la différence entre différents tiers investisseurs? Bon, on en a déjà parlé, il y a la possibilité de la location de la toiture, que certains donnent, certains ne donnent pas. Avec la baisse maintenant, ben, ça va être un peu plus limite. Généralement, c'est pris en compte, mais tout ce qui est charge administrative, je veux dire par là, toutes les procédures administratives, est-ce qu'elles sont prises en compte par le tiers investisseur, oui ou non? Pour qui est l'injection? Et puis, il y a deux points qui ne sont pas tellement liés au tiers investisseur même, mais à l'installation. Je vais commencer par la taille de l'installation. Au plus gros, évidemment, la taille de l'installation, puisqu'au bout de 10 ans, on devient propriétaire de l'installation, on peut encore bénéficier, au moins pendant 15, voire, enfin pour moi, à mon avis, sur 20 ans après, on bénéficie encore de toute la production de l'installation. Et donc, évidemment, au plus grand la taille de l'installation, au plus avantageux. Ensuite, il y a quelque chose qui est plus délicat à analyser, c'est le matériel proposé par l'installateur, par le tiers investisseur. Pourquoi? Le tiers investisseur, lui, il va miser sur un fonctionnement optimal pendant 10 ans. Pour être cru, si l'installation à 10 ans plus un jour brûle, le tiers investisseur, bah, quelque part, il s'en fout. Lui, il a récupéré son argent. C'est un peu cru. Bon, c'est pas le but, évidemment. Je parle du principe que les investisseurs sont quand même des gens qui essaient de bien faire les choses. Mais dans le matériel proposé, on a des fabricants qui garantissent du matériel sur plus longue durée. On a des fabricants d'onduleurs qui proposent des onduleurs avec des garanties fabricants de 5 ans.
Il y en a qui proposent des onduleurs avec garantie de 12 ou de 15 ans. Ben, les 12 ou 15 ans, ça fait 2 ou 5 ans supplémentaires qui sont couverts par l'installation. D'autre part, au niveau des modules mêmes, il y a certaines différences de qualité, mais qui sont très difficiles à détecter sur base uniquement de la fiche technique. Et il faut se dire que là aussi, les marges sont relativement faibles. Pourquoi? Parce que le terrain investisseur, lui aussi, il va vouloir que pendant 10 ans que l'installation tourne, les panneaux mêmes produisent un maximum d'énergie, sans avoir de grands surcoûts. Alors, dans certains cas, on a vu des propositions de tiers investisseurs où on proposait un module photovoltaïque, disons, de base, je ne sais pas, disons un panneau LG de 300 watts, un 300 watts crête, et le tiers investisseur dit, OK, je vous le propose, mais si vous payez un supplément, je vous propose un panneau de, disons, 330 watts crête, qui a un peu des meilleures performances. Et vous payez un petit supplément. Et ça peut être avantageux puisque pendant les 10 ans après, enfin 10 ou 15 ou 20 ans après, ben, ce panneau produira plus d'énergie. Je ne suis plus arrivé à trop suivre les questions, mais ça, on verra après. Alors, pour terminer, puisqu'il est déjà 25, j'ai fait une petite simulation pour se dire, bah, tiens, est-ce que je dois le faire en tiers investissement ou est-ce que je dois le faire en fonds propres? La première question, c'est déjà simplement, est-ce que j'ai de l'argent pour le faire en fonds propres? On peut aussi passer via un prêt, et ça peut fonctionner très bien. Mais comme j'ai dit, est-ce qu'on a aussi les ressources pour après suivre l'installation et suivre toute la procédure? Alors, il y a un petit outil financier que Laurent vous enverra par après. Et j'ai pris un exemple, une installation de 235 kW crête, 910 kWh par kW crête, donc une installation qui est bien orientée, sans centre d'ombrage, et un taux d'autoconsommation de 73%, qui est très très élevé, hein, faut bien se le dire. Tarif d'achat en haute tension à 10 cents du kilowattheure, et un tarif de réinjection de 2,3 cents par kilowattheure. Alors, si on fait, ça c'est une capture d'écran de l'outil financier, si on fait en fonds propres, avec les données que vous verrez ici quelque part, voilà, ici dans la colonne aussi, on tombe sur un temps de retour simple de 4,28 ans. Si on regarde le taux de rentabilité interne, donc en gros, si on mettrait le même argent dans une banque, sur 5-10 ans, on est sur des taux de rentabilité interne de plus de 20%. Alors si on prend les hypothèses pour après 2021, on voit que le temps de retour augmente un petit peu et le TRI chute fortement, mais cela reste rentable. De nouveau, c'est pas le message que je ne veux pas passer, c'est faites-le absolument en fonds propres, c'est la seule manière de le faire. C'est juste se dire que le faire en fonds propres peut être très rentable. D'autre part, vous prenez le risque de tout le chantier. Et ça, c'est l'avantage de le faire via un tiers investisseur. Alors, le temps de retour de 5 ans, je n'ai pas pris là-dedans éventuellement la déduction fiscale. Je n'ai pas pris en compte là-dedans, qu'est-ce que je n'ai pas pris en compte? Je voulais encore dire quelque chose, j'ai perdu le fil. Mais voilà. Donc, voilà, je pense qu'en 28 minutes, je suis arrivé à faire le tour de ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas via le facilitateur ou via Bruxeo, on est là pour vous aider. Merci. Ouais. Merci Jonathan.
Écoute, on a encore 2 minutes, donc je propose de prendre une ou deux questions Oui, avant je suis très de passer au retour d'expérience de la Cité Joyeuse. Donc ici, Véronique Vourt demandait la durée de vie d'un panneau photovoltaïque, mais ça, on est plutôt à oui. du 20-25 ans. Oui, alors ça, j'ai oublié d'en parler. Donc, la durée de vie d'un panneau photovoltaïque, il faut savoir que les fabricants garantissent de la production, disons la plupart entre 80 et 85% de la production de départ sur 20 ou 25 ans. Donc, ils ne disent pas que ça cassera au bout de 20 ou 25 ans, c'est la production garantie et de l'ordre de 80 à 85% au bout de 25 ans. Personnellement, avec ce qui est en place actuellement, je pense que le panneau qui sera installé aujourd'hui tiendra au moins 30-35 ans. Il y a très peu de... enfin, il n'y a pas de pièces mobiles, il n'y a pas de moteur qui casse, etc. etc. Donc, actuellement, je pense qu'on peut tabler sur 25-35 ans. Je ne sais pas, Christophe, ce que tu en penses sur la durée de vie des panneaux qui viennent sur le marché aujourd'hui. Il Oui, tient. oui, moi j'ai dit 25-30 ans, mais sans problème, sans problème. Ouais, Bon, fatalement, il se posera la question dans 30 ans si, moi je suis persuadé que la technologie aura beaucoup avancé dans 30 ans, si c'est pas plus malin de remettre des nouveaux panneaux. Mais bon, c'est un autre débat. Oui, voilà. Alors, concernant le recyclage des panneaux depuis 2016, si je ne me trompe pas, il y a PVC qui oblige la reprise des panneaux et le recyclage des panneaux. Pour l'instant, il y a une usine du côté de Lyon, je pense, de Veolia, une usine de recyclage. On est à des taux de recyclage de entre 96 et 98% de la matière. Alors, pourquoi est-ce que il n'y a pas encore plus de recyclage? Ben, c'est simplement que enfin, plus d'usines de recyclage, c'est simplement que le taux, la masse de panneaux photovoltaïques cassés, voués au recyclage, est relativement faible pour l'instant. On en a qui cassent avec des tempêtes ou des choses comme ça, mais en soi, le module y tient. Et donc, Veolia eux-mêmes pensent que, donc en gros, ils ont une usine maintenant qui tourne à sous-capacité, qui financièrement n'est pas encore 100% rentable, mais quand on parle sur des échelles de 15, 20, 30 ans avant que les modules commencent à lâcher, je pense que dans les prochaines 5 à 10 années, on pourra avoir des usines qui tournent et qui tourneront aussi financièrement rentables. Et donc, je ne m'inquiète pas. Et il y a pas mal Ok. d'études en cours aussi pour augmenter ce taux de recyclage de 96 vers des 99, 99,5%. Ok, merci. C'est vrai que c'est une question qui est souvent posée.